Bonjour les pyjamateux, bonjour les pyjamateuses. Aujourd'hui, au menu des maths en pyjama, un cours de terminale ES sur le logarithme népérien. Alors, si vous êtes en terminale S, il n'y aura pas tout votre chapitre, mais bon, ça rien ne vous empêche de le regarder évidemment. On va commencer par une introduction pour essayer de comprendre d'où vient le logarithme népérien. Eh bien, le logarithme népérien est apparu il y a 4 siècles et il a été découvert ou inventé par un Écossais, un astronome écossais qui s'appelle John Napier ou John Napier. Et du coup, le logarithme népérien porte son nom. C'est en 1616 que John Napier a inventé ou découvert le logarithme népérien. Il recherchait une fonction qui allait l'aider à simplifier ses calculs. Il avait un problème, c'est qu'il avait besoin pour eh bien, calculer les trajectoires des astres, de faire des multiplications avec des nombres qui avaient énormément de chiffres. Or, il n'avait évidemment pas de calculatrice, et quand vous posez une multiplication qui a beaucoup de chiffres, vous êtes obligé d'écrire des nombres qui ont beaucoup de chiffres, vous êtes obligé d'écrire vos deux nombres, l'un en dessous de l'autre, et après de faire une ligne par chiffre du nombre que vous essayez de multiplier. Comme quand on est en CM2, une multiplication à 3 chiffres, il y a 3 étapes intermédiaires, une multiplication à 7 chiffres, il y a 7 étapes intermédiaires, et du coup, ça augmente les sources d'erreur. Première solution, comment est-ce que vous faites pour gagner du temps? Eh bien, vous utilisez des assistants. Et donc voilà, John Napier utilise des assistants, mais les assistants calculent mal eux aussi. Donc au-delà du fait que ça soit fastidieux et que ça leur prenne plein de temps, ça c'est pas trop grave, les assistants sont là pour ça. Le truc c'est qu'il faut éviter de faire beaucoup d'erreurs. Et donc son idée à John Napier, c'est trouver une fonction qui, lorsque on lui donne un produit, le transforme en somme. L'image du produit serait égale à la somme des images. En fait, f de a fois b serait égal à f de a plus f de b. Et cette fonction-là lui permettra, au lieu de faire la multiplication, d'être appliquée sur ce produit que du coup on ne calcule pas, de le scinder en une somme. On calcule f de a, on calcule f de b, on les additionne, ça c'est facile à faire. Quand on additionne deux nombres, on additionne euh, colonne par colonne les chiffres après les chiffres, les unités, les dizaines, les centaines, etc. Ça va vite. Une fois qu'on a trouvé le résultat, il faut enlever la fonction en utilisant une autre. Donc une fonction, transformation de multiplication en somme, on calcule et on réenlève la fonction. Comment est-ce qu'on fait pour enlever cette fonction? Eh bien, et puis quelle est la fonction qui permet de faire ça, de transformer multiplication en somme? La fonction qui transforme multiplication en somme, ça c'est le logarithme. Et la fonction qui permet de simplifier et de retirer, là ici, le logarithme, c'est une fonction qu'on a déjà rencontrée, déjà étudiée, c'est l'exponentielle. Donc du coup, là ici, là, on a besoin de commencer en faisant des rappels sur l'exponentielle, puisque le logarithme, en fait, et l'exponentielle servent à se simplifier l'une l'autre. L'exponentielle, on la connaît, elle est toujours positive, strictement croissante, et elle peut être aussi grande qu'on le souhaite. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue rigoureux mathématiquement, ça veut dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle est égale à plus l'infini. La courbe de l'exponentielle monte, hein, évidemment des gros guillemets autour de tout ça, hein, aussi haut qu'on veut. Vous pouvez essayer de fixer un plafond, même avec un nombre extrêmement élevé, l'exponentielle va finir par le dépasser. Au bout d'un moment, l'exponentielle sera plus grande que 1000. Au bout d'un moment, l'exponentielle sera plus grande que 100 milliards. Au bout d'un moment, l'exponentielle sera plus grande que 10 puissance 99. N'importe quelle valeur, m, finit par être dépassée par l'exponentielle. Quand est-ce qu'on dépasse une de ces valeurs? Eh bien, c'est là qu'intervient le logarithme. En fait, c'est très important cette notion du fait que l'exponentielle puisse monter aussi haut qu'on veut, parce que du coup, pour tout nombre strictement positif k, il y a un moment où l'exponentielle sera égale à k, même un nombre extrêmement grand. Il faut que ce nombre soit strictement positif, et l'exponentielle passe en revue tous les nombres strictement positifs. Le moment où l'exponentielle est égale à k, on le note ln de k. C'est le logarithme népérien de k, c'est la valeur pour laquelle l'exponentielle est égale à k. Du coup, dire que exponentielle de x égale k équivaut au fait que x est égal à ln de k. Comment est-ce que ça marche d'un point de vue graphique? Eh bien, la courbe de l'exponentielle, strictement croissante, toujours positive, et la courbe du logarithme népérien est construite strictement à l'inverse. C'est-à-dire que tout ce qui joue un rôle d'abscisse
pour l'exponentiel va se retrouver sur l'axe des ordonnées pour le logarithme. Tout ce qui joue un rôle sur l'axe des ordonnées pour l'exponentiel va jouer un rôle sur l'axe des abscisses. En fait, on échange image et antécédent. Ce qui revient à faire une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x. Et donc, en fait, quand on a cet échange entre image et antécédent, ça nous construit ici, point par point, une courbe strictement croissante qui n'existe que pour les nombres strictement positifs, puisque l'exponentielle est toujours positive, et qui va passer sur l'axe des abscisses au point d'abscisse 1, qui va couper l'axe des abscisses en 1. Pourquoi? Parce que l'exponentielle, elle, coupe l'axe des ordonnées en 1. Du coup, la courbe du logarithme népérien, on la trouve comme ça, en faisant une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x de la courbe de l'exponentielle. Cette relation qu'ont l'exponentielle et le logarithme népérien, ça s'appelle être des fonctions réciproques. Elles sont réciproques l'une de l'autre. C'est une relation qu'on a déjà entrevue avec deux fonctions qu'on connaît bien, puisqu'on les a étudiées en seconde, pardon. C'est la fonction carré et la fonction racine. Elles sont réciproques l'une de l'autre. Et d'ailleurs, la courbe de la fonction racine est une symétrie de la portion de la parabole de la courbe de la fonction carré qui est obtenue lorsque x est positif. C'est comme ça qu'on obtient la courbe de la fonction racine. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le logarithme népérien et l'exponentielle se simplifient l'une l'autre. Ça veut dire que ln de e de x est égal à x et e de ln de x est égal à x. Quand vous confrontez un logarithme népérien et une exponentielle, quand vous les composez, elles se font disparaître l'une l'autre. Du coup, ça oblige le logarithme népérien à n'être efficace que sur que sur les nombres strictement positifs, puisque l'exponentielle, elle, ne donne des images que strictement positives. Comment est-ce qu'on peut commencer à exploiter ça? Eh bien, il faut utiliser le fait que le logarithme népérien est une machine à simplifier les exponentielles. Et ça va nous permettre de résoudre des exemples sur lesquels on était jusque-là bloqué. Notamment, la résolution d'une équation du type exponentielle de x égale 2. Ça, on ne savait pas faire. On savait résoudre des équations dans lesquelles on avait une exponentielle dans chaque membre, rien d'autre, et on les simplifiait, entre guillemets, en disant que l'exponentielle était strictement croissante. On appelait en fait la définition d'une fonction croissante, strictement croissante. Là, ici, j'ai exponentielle de x dans le premier membre et 2 dans le deuxième membre. Pour l'instant, on était bloqué, sauf que là, ici, on a une machine à simplifier l'exponentielle. C'est le logarithme népérien. Donc j'applique le logarithme népérien dans chacun des deux membres pour préserver l'égalité et avoir une équivalence. Ça ne marche que parce que le logarithme népérien est strictement croissant sur 0 plus l'infini ou sur r plus étoile, c'est la même chose. R plus étoile, c'est une façon plus rapide de dire 0 plus l'infini. R plus, ça veut dire les nombres réels positifs, et étoile, ça veut dire qu'ils ont un inverse, et tous les nombres ont un inverse sauf 0 dans R. Donc R plus étoile, c'est tous les nombres positifs sauf 0. Du coup, j'avais exponentielle de x est égal à 2, j'ai mis le ln en composant des deux côtés, et ln de exponentielle, ça se simplifie, ça me laisse donc juste x. Dans le premier membre, je me retrouve avec x, dans le deuxième membre, je me retrouve avec ln de 2. ln de 2, c'est quoi? Ln de 2, c'est un nombre. Pour en avoir une valeur approchée, on utilise la calculatrice, c'est à peu près 0,693. On voit que le logarithme népérien est utilisé pour simplifier l'exponentielle, mais de la même manière, l'exponentielle simplifie le logarithme népérien. Si ln de x est égal à 4, dans notre exemple 2, eh bien je compose par l'exponentielle dans les deux membres, exponentielle de ln de x dans le premier membre, exponentielle de moins 4 dans le deuxième membre. Dans le premier membre, les choses se simplifient. Ça marche parce qu'il n'y avait que le logarithme népérien. L'exponentielle simplifie le logarithme népérien lorsqu'il est tout seul. Et du coup, ça me laisse x égale exponentielle de moins 4, qui est un nombre à peu près égal à 0,018. Il fallait évidemment préciser que exponentielle de x est strictement croissante sur R. Ensuite, ça marche avec les inéquations de la même manière, sauf que si j'ai moins 4 exponentielle de x inférieur ou égal à moins 5, je ne peux pas utiliser tout de suite le logarithme népérien. Pourquoi? Parce que l'exponentielle n'est pas toute seule dans le premier membre. Elle est troublée par ce moins 4 qui est présent dans une multiplication. Il faut donc se débarrasser du moins 4 pour pouvoir avoir l'exponentielle toute seule et utiliser le logarithme népérien. Là, ici, moins 4 est dans une multiplication, donc je divise les deux membres de l'inégalité par moins 4. Ça renverse le sens de l'inégalité, ça me donne exponentielle de x est supérieure à moins 5 sur moins 4 ou 5 quarts. Du coup, maintenant, l'exponentielle est seule à gauche. Je peux utiliser le logarithme népérien, mais je le compose dans les deux membres pour préserver la situation d'équilibre. Là, ici,
le logarithme népérien étant strictement croissant, ça conserve le sens de l'inégalité, ça ne le renverse pas. Je me retrouve avec ln de x supérieur ou égal à ln de 5 quarts. J'écris à côté car ln pardon, est strictement croissante sur r plus étoile. Alors, à ce moment-là, j'ai toujours la même question qui vient, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé d'écrire car ln strictement croissante sur r plus étoile? La réponse c'est oui. Ne croyez pas que là ici, j'aurais écrit ça si ce n'était pas obligatoire. Le développement durable et l'idée de préserver son énergie, de passer en mode économie d'énergie, hein, c'est quelque chose qui est au cœur des préoccupations des mathématiciens depuis hyper longtemps. Hein. Si on n'est pas obligé d'écrire un truc, on ne l'écrit pas, vous inquiétez pas. Hein. Donc là, ici, si je l'ai écrit, il faut que vous l'écriviez. C'est indispensable. Hein. S'il y a le moindre effort dont je peux me passer, je m'en passe. Du coup, x est supérieur ou égal à ln de 5 quarts, qui est un nombre à peu près égal à 0,22. X doit être plus grand que ce nombre-là, il appartient donc à ln de 5 quarts plus l'infini. Le quatrième exemple, enfin un exemple intelligent. Un prof de maths en pyjama a décidé de créer une chaîne YouTube. Depuis, il reçoit des mails pour lui demander de montrer son pyjama. Ça, c'est une dédicace pour vous, Fabien. Hein. On note f de t, la fonction donnant le nombre de mails reçus après t journées, et on admet que f de t est égal à exponentielle de 0,2 t plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ici, ça veut dire que la fonction modélise le nombre de mails que je reçois, t étant le temps en jours. La question, c'est après combien de jours le prof aura-t-il reçu plus de 100 courriels? On veut donc que la fonction qui donne le nombre de courriels dépasse 100. Il faut résoudre une inéquation f de t strictement supérieure à 100. F, c'est exponentielle de 0,2t plus 1, il faut que ce soit supérieur à 100. Et donc, là, ici, il va falloir que je me débarrasse de l'exponentielle pour savoir ce qui se passe pour t. La fonction qui permet de se débarrasser de l'exponentielle, c'est le logarithme népérien. Il va donc falloir que j'utilise le logarithme népérien. Mais pour préserver ma situation d'équilibre dans mon inéquation, il va falloir que j'utilise le logarithme népérien dans les deux membres en même temps. Et il va falloir que je l'utilise efficacement. Pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser à cause du plus 1. Il faut que l'exponentielle soit toute seule dans un des deux membres pour que le logarithme népérien se simplifie complètement avec elle. Je simplifie donc 1 en le collant dans une soustraction dans les deux membres. Ça me donne exponentielle de 0,2t strictement supérieure à 100 moins 1, c'est-à-dire 99. Et maintenant que l'exponentielle est toute seule, j'applique le logarithme népérien en précisant que ln de x est strictement croissante sur r plus étoile. Le logarithme népérien se simplifie avec l'exponentielle, et là ici, ça me laisse 0,2t strictement supérieur à ln de 99. Pour avoir t tout seul, il faut diviser par 0,2 des deux côtés de l'inégalité. ln de 99 sur 0,2, ça fait à peu près 22,97. Il faut que t soit strictement supérieur à environ 22,97. L'ensemble des solutions, c'est ln de 99 sur 0,2 plus l'infini, intervalle ouvert à gauche et à droite. J'avais un strictement supérieur à, donc t ne peut pas être égal à 22,97. C'est donc à peu près après 23 jours que le professeur aura reçu plus de 100 mails. Voilà, il y a d'autres exemples qui viennent ensuite, vous pourrez les traiter. Mes élèves, vous pouvez me les envoyer pour que je vous corrige. La leçon est finie ici, mais je voudrais juste vous parler d'un dernier truc, c'est vous parler d'un brave astronome suisse qui s'appelle Jobst Bourgui. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Jobst Bourgui? Il a la particularité d'être un gros loser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a publié un livre en 1620 expliquant qu'en fait, c'était lui qui avait découvert les logarithmes en premier. Neper les a découverts en 1616, il a publié en 1616 un livre dans lequel il parle de cette fonction qui transforme les multiplications en sommes. Et Bourgui dit non, je l'avais fait avant, je l'avais fait en 1612, 4 ans avant. Le problème, c'est que ce brave Jobst Bourgui n'avait pas publié. C'est-à-dire qu'il avait dans sa tête une fonction qui transformait les multiplications en somme. Il avait effectivement découvert les logarithmes, sauf que il l'avait gardé pour lui, il n'avait rien écrit, et du coup, il n'est pas passé à la postérité. La moralité de cette histoire, c'est que pour les élèves qui ont des idées, qui découvrent des choses, mais qui ne les écrivent pas, on ne peut pas valider ce que vous dites. Jobst Bourgui, le pauvre, a sombré dans l'anonymat et a été perdu dans les limbes, alors que Neper a donné son nom à sa fonction
Pourquoi? Parce que Nepper a pris le soin, lui, d'écrire les choses, de les rendre compréhensibles pour les autres et de les publier. Les mathématiques, c'est un langage. On doit être capable de se comprendre et pour cela, il faut se rendre intelligible. Il ne suffit pas d'avoir une idée, encore faut-il faire l'effort de la rendre intelligible et de la communiquer. Et ça passe par l'écrit. Donc écrivez les choses, faites les efforts. Quand vous faites des maths, ça doit passer par l'écrit, ça ne doit pas rester dans votre tête, sinon ça se perdra avec vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, Prenez soin de vous, évidemment, travaillez bien, soyez sérieux, aidez à la maison, c'est important d'aider à la maison. Et notamment, peut-être pouvez-vous prendre votre pyjama et le mettre jusqu'au panier à linge sale. Voilà, ça peut être une bonne idée si ça fait une semaine que vous êtes dedans. Je pense que tout le monde vous en sera reconnaissant. Moi le premier. Allez, à bientôt. Bon, alors plusieurs choses après cette vidéo. La première, c'est que j'ai reçu pas mal de courriers et de messages d'encouragement et ça fait vraiment plaisir. Donc je peux pas répondre à tout le monde, mais voilà, c'est vraiment agréable de recevoir tout ça. Donc continuez à liker et à partager, ça me touche. Je voudrais juste répondre à deux petits messages particuliers. Le premier, c'est un message d'Islam B qui se reconnaîtra, qui me demande est-ce qu'il est possible d'avoir des points faillots quand on like et qu'on commente gentiment les vidéos? Et j'ai envie de répondre, mais bien sûr, bien sûr. Continuez à failloter, c'est vraiment le truc le plus important, donc ça sera toujours récompensé, ne vous inquiétez pas. Le deuxième, c'est un message moins rigolo. C'est un message des profs de SVT, du FLC, du Front de Libération du Caillou, qui m'ont expliqué qu'en fait, ils ont fini le chapitre sur le caillou, puisqu'ils sont maintenant dans le chapitre sur la mouche, hein, le drosophile. Donc voilà, écoutez, je suis vraiment désolé hein, de vous avoir offensé, mais si vous continuez à me menacer comme ça passera par un octogone sans règles, j'ai pas peur de le dire, je vous prends quand vous voulez, hein, team Matt en pyjama représente, donc pas de souci avec ça. Donc le dernier truc, c'est pour quelque chose qui est noté dans cette vidéo-là ici, la deuxième partie s'appelle corollaire. Qu'est-ce que c'est qu'un corollaire? J'ai oublié de vous l'expliquer. Alors un corollaire, en fait, c'est comme une propriété. C'est une propriété qui vient juste après une définition. En fait, corollaire, c'est une propriété qui vient autour de la définition, comme les pétales viennent en corolle autour du cœur de la fleur. Voilà. Donc qu'on vienne pas nous expliquer après ça que les profs de maths ne sont pas des poètes. Bien, bah allez, bonne journée à tous et à toutes et travaillez bien. Salut!